Bon, alors, soyons clairs. Ce truc-là, euh, ce truc-là, vous l'avez pas vu. Dans le cours, il est nulle part. Non, cette année, non. Même en terminale, vous l'avez pas vu. Pas comme ça. Vous l'avez vu comment en terminale? On l'a pas vu. C'était pas au programme du bac. Et du coup, c'était les petits chapitres qui restaient à la fin de l'année qu'on faisait si on avait le temps. Du coup, il nous donnait juste la feuille. Déjà que c'est sacrément grand dans le physique. Ah, d'accord, donc vous l'avez pas vu du tout, quoi, en fait. Moi, non. Ah, bon, on m'a juste donné la feuille. En fait, moi j'ai lu ça, mais c'était que ce schéma-là. Ah, d'accord, donc effectivement, vous l'avez pas vu. D'accord, ok. Moi, je pensais qu'il vous l'avait refait en cours, je voyais, c'est pour ça. Alors, si vous prenez ce problème qui est extrêmement simple, vous avez ici votre arbre avec la sève. Ici, il est au sol. Et si vous prenez ici une ligne de courant qui est la sève, d'accord, qui remonte. Si vous écrivez l'équation de Bernoulli, d'accord, vous écrivez ici que 1,5 de ρ v carré plus ρ gh plus P égale constante. C'est la pression. Donc P, c'est la pression. Et ici, H, c'est la hauteur de l'arbre. D'accord? Donc le V, on va dire que c'est 0 parce qu'on va dire que dans un régime statique. Pardon, on prend V égale 0. Et donc ça vous donne simplement que ρ GH plus P égale constante. D'accord? Donc ce que vous allez chercher maintenant, c'est la hauteur maximum. C'est la hauteur pour laquelle P égale 0. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir moins que P égale 0. À ce moment-là, vous trouvez, et puis ici, vous avez le P au sol, c'est P0, la hauteur max. D'accord? Et puis au sol, on va mettre H égale 0. Donc si vous mettez tout ça là-dedans, vous trouvez de façon évidente que vous avez ρg H plus 0, ça c'est le premier terme. Ça c'est ρg H max. Ça c'est ce qui se passe en haut. H max, qui est égal à P0 plus à P0 plus 0. Ça, c'est ce qui se passe en bas. D'accord? Et vous trouvez de façon évidente la chose suivante, qui est que H max est égal à P0 sur ρ G. Pardon? Un volume? Non, c'est une vitesse. Une vitesse. Et si vous prenez ça, vous prenez... Parce qu'on va considérer qu'on est en statique. D'accord? Le déplacement est très lent. Et donc quand vous faites ça, vous arrivez à H max est égal à 10 mètres. Donc ça, c'est un phénomène qui est très connu. C'est-à-dire qu'avec un système passif, vous ne pourrez jamais faire monter de l'eau au-delà de 10 mètres. Plus 0. Puisqu'on a mis ici, en haut, H égale 0.
Donc vous voyez, c'est tout bête comme calcul, mais ça a des conséquences importantes. Avec un système passif, vous ne pourrez jamais faire monter de l'eau au-delà de 10 mètres. C'est pareil, c'est à peu près la même densité. Ouais, mais vous trouverez un autre chiffre, mais vous avez une hauteur maximale quand même. Alors en fait, ce qui est balèze dans les plantes, je vais le mettre en vert pour dans les plantes. Dans les plantes, en fait, elles arrivent à avoir des P négatifs. Pardon, c'est quoi vous dites? Dites-moi si vous n'arrivez pas à lire. C'est bon. Donc dans les plantes, ce qui est absolument remarquable et ce qu'ils ont compris après, c'est que pour aller au-delà de 10 mètres, les plantes arrivent à faire des pressions négatives pour continuer à faire monter la sève. Et ça a été compris il n'y a pas très très longtemps en fait. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à reproduire en laboratoire, c'est avoir ces pressions négatives qui continuent à faire monter la sève. Sinon, on n'y arriverait pas. Si la pression est bien 0 à 10 mètres, mais vous avez des systèmes actifs qui continuent à faire monter la sève. Vous avez des pressions négatives, mais les pressions négatives, c'est un système actif. Hein. C'est pas un système passif, c'est-à-dire c'est passé du vivant que vous arrivez à faire ça. Alors c'est par exemple, vous arrivez à conclure que sur une... par exemple, si vous voulez boire la paille, supposons, vous ne boirez jamais avec une paille plus haute que 10 mètres. Si jamais envie vous en prend, je ne sais pas. 10 mètres, c'est à peu près 3 étages. Donc si vous voulez boire une paille de 3 étages, vous n'arriverez jamais à plus que ça. Même si vous faites un vide parfait, ce qui est très dur à faire, vous ne pourrez pas dépasser 10 mètres. 3 étages. Avec un système passif. Comment la pression elle peut être négative? Alors ça, j'aurais du mal à vous expliquer. C'est un mécanisme de biochimie extrêmement complexe pour lequel ils arrivent. Alors une pression négative, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand vous mettez une bouteille, une pression positive, c'est-à-dire que ça pousse sur les parois. Une pression négative, en fait, ça attire les parois. Donc en fait, ça fait monter le liquide comme ça. Alors le mécanisme subtil, ça, je ne pourrais pas vous dire. Là, ça dépasse mes compétences. Alors pour les girafes, vous avez tout un tas de mécanismes aussi pour pomper vers le haut, comme ça, pour que ça arrive jusqu'en haut. Bon, la nature a prévu quand même des trucs pour que ça marche. Mais globalement, pour un système passif, vous n'y arrivez pas. Alors le truc élémentaire, quand vous avez une différence de pression, c'est la chose suivante. Quand vous avez une différence de... Quand vous avez un tube comme ça, vous avez que la pression à cet endroit-là, si vous avez P0 ici, vous avez P ici, la P est égale à P0 plus ρ. Alors ρ, c'est la masse volumique de ce truc-là, G fois H. Est-ce que vous ne l'avez pas vu au lycée, ce truc, par hasard? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça. Alors ça, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que la pression ici, c'est simplement le poids de la colonne d'eau qu'il y a là. Hein? La pression, moi, je l'ai utilisée que pour... Vous n'avez jamais vu la pression comme ça? Oh. Donc, la pression ici, c'est la somme des pressions qu'il y a là. Donc, je vais vous faire l'exercice. Alors, l'exercice que je vous proposais, je vais le faire avec vous parce qu'il est assez marrant. C'est ce qu'on appelle, donc vous verrez pourquoi ça vous donne comment marche un vérin hydraulique. C'est ce qu'on appelle l'expérience dite du tonneau de Pascal. Alors, pourquoi le tonneau de Pascal? Parce que c'est Pascal qui a eu cette idée et qui a soulevé ce paradoxe. Donc, en fait, si vous prenez un gros tonneau, hein, puis vous collectez ici une paille,
Et puis que dedans, vous remplissez d'eau. Vous avez ici une pression qui vaut P0. En bas, il y a quoi comme pression? Exactement, il y a P0 plus ρGH. D'accord? Alors ça, c'est un tonneau qui, au bout d'un moment, va éclater. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ça ne dépend absolument pas du diamètre du tuyau qu'il y a là. Hein? Ça dépend de la hauteur, de la différence de hauteur. Mais vous pouvez prendre un tuyau qui est tout petit, ça marche quand même. Ça veut dire qu'avec un tuyau tout petit, vous pouvez transmettre la pression et donc la force. Comme vous voulez. Il suffit de le mettre très haut, transférer la pression. Alors, ça vient essentiellement du fait que vous êtes en statique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de perte de charge. D'accord? Alors, d'où le principe du vérin hydraulique, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez transmettre une force, l'intérêt du vérin, c'est que vous prenez un vérin qui est petit, vous appuyez dessus d'un côté, ça arrive de l'autre côté, même si vous avez un truc très gros de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous avez une plaque très grosse à soulever, une plaque très grosse ici, vous pouvez mettre un tuyau tout petit, à l'autre bout, vous aurez trouvé toute votre force, vous pouvez appuyer sur une très grosse plaque. Donc ce que vous faites passer d'un bout à l'autre, et vous faites passer des petits vérins pour commander vos trucs, et les petits vérins, ils vont transmettre complètement la force. Complètement la pression. Donc c'est le principe du vérin hydraulique, ça. D'accord? Donc c'est ça. Alors ce qui est paradoxal, vous allez voir dans le film que je vous ai trouvé, c'est qu'effectivement, elle utilise un tout petit truc pour faire exploser un énorme truc qui est en bas. Ok. Donc ça, c'est le principe du tonneau de Pascal. Du Vous pouvez le mettre tout petit. Alors, il faut éviter. Le problème, c'est qu'il y a des pertes de charge si on le met trop petit. Donc, dans les camions, ils le mettent. Je sais pas si c'est des vérins comme ça dans les trucs de gentils. Hein. C'est pas plus gros que ça. Hein. Et ça suffit pour faire mouvoir les gros trucs qui est en haut. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est uniquement vous appuyez d'un côté, ça ressort de l'autre. La pression, elle ressort. Même si vous avez un truc qui n'est pas très gros. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le tonneau de Pascal. Donc, je vais vous montrer un exemple de tonneau de Pascal. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, je trouve comment marche ce bordel. Non, j'ai pas de son, je suis désolé. Ah, donc elle remplit un petit tuyau. Donc, alors ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air, parce que si vous avez de l'air, ça vous fait un ressort dedans. Donc c'est pas bon. Donc elle va d'abord pomper pour ne pas avoir d'air dedans. Voilà, jusqu'à ce que ça arrive. Bon, ça c'est du blabla, hein, si vous voulez. Bon, là évidemment, elle se fait chier. Bon. Et là, ils vont faire exploser ce gros truc. Alors, là, pour des raisons de sécurité, ils foutent un truc autour, hein, pour pas que ça parte dans tous les sens. Voilà, donc ils vont faire exploser ce gros machin. Et donc elle monte un tuyau évidemment assez haut, parce que la différence de pression dépend uniquement de la hauteur. Hein. Et vous voyez que le tuyau, il n'est pas bien gros. Hein. Il suffit d'un tuyau assez petit. Donc elle le remplit d'eau, et poum, et vous voyez, ça explose. Avec un tuyau qui est très petit. Hein. Voilà. Donc ça marche. Voilà l'expérience du tonneau de Pascal avec
C'est marrant, c'est de voir comment ça se pète le truc. En fait, ça s'affaisse, quoi. C'est marrant. Mais bon, il faut quand même de la pression pour péter un truc comme ça. Donc ça a dû monter en pression pas mal, quoi. Parce que, bon, faut dire, elle est montée assez haut. Hein. Donc si elle est montée à 40 mètres, ROGH, ça commence à faire. Hein. C'est de l'eau, donc Rho, ça fait 10. L'eau, ça fait... le jet de l'eau, c'est combien? C'est 1000. Donc Rho, ça fait 1000, 10 000. 10 000 fois H qui doit être encore à 100, 10 000. 10 000 fois 100, 10 puissance 4, 10 puissance 6. Elle a dû mettre 10 bars dedans quand même. Donc ça commence à faire. Voilà, donc le tonneau dit de Pascal. Donc c'est petit, ça fait partie des petits paradoxes intéressants de la physique. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais vous faire encore? Ah, un très joli celui-là. Un peu plus compliqué. Hein? Alors non, le tonneau de Pascal, c'est un très très grand classique. C'est vraiment le truc que... En physique, c'est vraiment un grand classique. De toute façon, cet après-midi, je vous ai mis quoi comme truc? Je vous ai mis, je crois, des grands classiques aussi. Non, c'est un peu plus difficile. Bon. Alors dans un ouragan, alors écoutez bien, parce que c'est un peu compliqué. Un ouragan, vous savez, c'est de l'air qui tourne essentiellement, on va dire que c'est ça. Alors, on peut se poser la question intéressante que mademoiselle pose. On peut se poser la question, pourquoi ça tourne dans un sens ou dans l'autre? C'est une bonne question. Hein. Mademoiselle, pourquoi la Terre tourne dans un sens et pas dans l'autre? Bon, je vous rassure, on n'en sait rien. Alors, il y a une question qui est assez intéressante, c'est est-ce que dans l'univers, le moment cinétique se conserve? C'est-à-dire que, normalement, le moment cinétique dans l'univers devrait être nul. Donc, s'il y en a qui tournent dans l'autre sens, il devrait y en avoir autant qui tournent dans l'autre. On n'a pas réussi à toutes les mesurer, donc a priori, on ne sait pas. Mais ça devrait quand même être nul. Il devrait y en avoir autant dans un sens que dans l'autre. Donc, voilà. Bah, pour l'instant, on cherche un masque caché, c'est déjà pas mal. Hein. Ils sont bien occupés avec ça déjà. Donc voilà. Donc, un ouragan, ça tourne aussi. Mais ça, on sait pourquoi ça tourne. Parce que par contre, dès que vous générez un truc qui tourne dans un sens, après c'est instable dans ce sens-là, ça tourne dans l'autre. D'ailleurs, il paraît, j'ai pas testé, mais dans votre évier, en fait, ça tourne aléatoirement dans un sens et dans l'autre. Quand vous êtes, parce que l'évier, c'est trop petit pour avoir un effet de rotation de la Terre. Donc en fait, c'est dans le sens dans lequel vous générez votre tourbillon qui fait que ça tourne dans ce sens-là. C'est pas du tout lié à la rotation de la Terre. Ils ont fait la manip, et si vous prenez une très grosse sphère, très très grosse, effectivement, si vous passez l'équateur, ça tourne dans un sens et dans l'autre. Il faut un gros truc. Donc faudrait essayer, hein, rien à faire un jour, vous faites 50 fois rentrer la vidéo votre truc, mais bon. Bref, donc un ouragan, on sait pourquoi ça tourne dans un sens ou dans l'autre, ça dépend comment ça a commencé. Et ça, par contre, c'est peut-être lié aux hémisphères nord ou sud, c'est très gros. Bref, la question que je vous pose, c'est quelle est l'énergie qui est stockée dans un ouragan? Ça, c'est une question marrante, parce qu'on peut se poser la question, un ouragan, ça fout le bordel partout, mais finalement, quelle est l'énergie qui est stockée dans un ouragan? Hein? C'est grand, ouais. Vous cherchez sur Internet, vous aurez la réponse. Par contre, en le calcul, il doit être salé sur Internet.
Donc, l'idée, c'est de regarder ce que vaut cet ouragan. Donc, cet ouragan, on va simplement dire que c'est un cercle concentrique. D'accord? On va dire que c'est un cercle, essentiellement un gros cercle, qui a cette tête-là. On va dire qu'on peut dire que c'est des couches comme ça. T'as jamais vu que c'était des petits ouragans que t'as vu. Nous aussi, on a des. Bon, il n'est pas bien au milieu, mais enfin, bon, vous avez compris. Donc, il a un rayon grand R, cet ouragan. Puis, on va considérer une couche ici, DR. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, on va considérer qu'on va faire une couche. Une couche DR de l'ouragan. Et si on a ρ, c'est la masse volumique de l'air. On a une énergie cinétique qui vaut 1 demi de mv carré, c'est égal à 1 demi de m. Alors l'autre, ça vous fait 4 pi r dr fois v au carré. Parce que l'élément infinitésimal à 2 dimensions, c'est 4 pi r dr. Dans un cercle. Donc croyez-moi, c'est ça. Donc ce qu'on va dire, c'est que c'est égal essentiellement à 1 demi de pi r carré fois ρ fois v carré. Okay. Par ailleurs, l'ouragan. Alors essentiellement, ce qu'on fait ici quand même, c'est que normalement, si je faisais proprement mon calcul, il faudrait que je l'intègre entre 0 et grand R, ce truc-là. Alors ici, au lieu de l'intégrer entre 0 et grand R, je vais remplacer par R carré. Alors ça, c'est un peu barbare, parce que si j'intègre entre 0 et grand R, je fais apparaître un facteur 1,5 ici, que je ne fais pas apparaître ici. Donc en fait, je me plante d'un facteur 1,5 en remplaçant directement par grand R ici. Bon, 1,5, on s'en fout. Il faut savoir qu'ici, quand on remplace l'intégrale par ça, on fait une erreur d'à peu près 1,5. Bon, c'est pas très grave. L'ouragan a une hauteur H. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 1,5 de pi r carré ρ fois h fois v au carré. Voilà. Et là, on a fini notre calcul. Et alors là, qui a gagné pour savoir ce que ça vaut ce machin? Donc, on va le faire tous ensemble.